Hello, Hello. ça va? Oui. Bon, super. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Non, je suis pas d'accord, faut négocier. Tu crois? Oui. Bon, on y va alors. Montre-nous comment on fait. Ok. Alors, on a préparé quelques questions là pour structurer et on voudrait le faire autour de quelques histoires pour que ça soit plus sympa à écouter, quoi. Alors, avant de démarrer, quand on parle de négociation, on parle de quoi? On pourrait donner deux définitions, en tous les cas donner deux contextes. Le premier, c'est l'attitude. Quelle attitude on a? C'est quoi notre objectif? Et si on a une attitude du type je veux faire une bonne vente, mais négocier gagnant-gagnant, donc je prends soin aussi de mon interlocuteur. Voilà, nous on est plutôt dans cette démarche-là. Et on sait que à terme, ça maintient dans un cadre d'attitude qui préserve la relation interne du client, et pourtant on va négocier. Et puis l'autre attitude, c'est celui qui s'en fiche complètement, qui écrase tout et qui veut absolument gagner, et qui parfois fait des choses qui ne sont pas correctes du tout, mais souvent ça le mène à l'échec. Donc on va chercher une démarche particulière, parce que la négociation, ce n'est pas une communication ordinaire. C'est très différent. Vous allez vraiment, on monte sur le ring en fait, on met les grandes boxes et on joue à qui sera le plus fort. Et on va regarder qu'il y a quelques tactiques intéressantes pour faire ça. Alors, ça marche dans la vente, tu es en train de me dire, mais ça marche avec les enfants, ça marche tout le temps, non? Ça marche Bon. tout le temps, voilà, Ok. quand on le fait comme ça. Alors, à quel moment on négocie? Donc si vous prenez le cycle de vente, le cycle d'entretien plutôt, ça, vous avez deux dimensions à la négociation. Il y avait une dimension non verbale, subliminale, voyez, et vous avez une dimension stratégique à un instant particulier où effectivement il est normal de négocier. Donc dans la situation normale, on a création du climat de confiance, étude du besoin, proposition de l'offre, et puis à un moment donné on parle du prix, puis on demande si le client est d'accord pour aller plus loin. Et là, parfois, il y a des objections qui sortent, et une objection spéciale qu'on appelle la négociation. En quoi le subliminal? En quoi le non-verbal? Je vous donne un exemple. J'avais un ami, un confrère, qui était un consultant formidable et un vendeur d'élite. Franchement, un type très très puissant. Il me dit, Marc, quand je veux négocier un contrat, je mets mon costume, ma cravate, mes boutons de manchette et ma bague en or. Ah bon, on fait plus les boutons de manchette, on fait des belles montres. Il me dit pourquoi? Parce qu'on négocie pas avec les riches. Vous voyez? Il arrivait avec sa Mercedes, et il n'était pas arrogant du tout. C'était un gars qui avait une relation, un toucher relationnel extraordinaire, vous voyez? Mais il savait que ça allait avoir un impact. Et je crois que tu me disais quelque chose là-dessus. Oui, tu es en train, moi ce que je comprends, c'est que dans la négociation, il y a une dimension inconsciente qui est une dimension de soumission. Exactement. Voilà. On a tellement été habitués, enfin... C'est atavique. Voilà, c'est atavique. Hein. On a une tradition de soumission à une certaine forme d'autorité, etc. Alors ça joue pas pour tout le monde, évidemment, mais ça joue pour beaucoup de monde. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas l'expérience ni l'habitude de négocier, donc ça c'est bien de regarder quelques petits points stratégiques dans ce domaine, quoi. Alors, tu me parlais d'histoire tout à l'heure. Ah, Alors, raconte-nous. donc on a parlé de l'atavique, mais maintenant il y a une démarche, vous voyez. Je vous dis, on est dans une relation normale et puis on passe en négociation, c'est plus la même chose, c'est un jeu. Alors c'est un jeu de boxe, d'accord? C'est celui qui frappe le plus fort qui a gagné. Mais c'est un jeu de boxe qui a des règles quand même. Si on outrepasse les règles, on finit par avoir des ennuis. Donc comment être le plus fort? Même si être le plus fort, c'est de permettre à l'autre de gagner, ou d'avoir le sentiment de gagner, ce qui est la plus belle ruse en matière de négociation, c'est de laisser penser que l'autre a gagné. Alors l'ego, parfois on prend un petit coup, mais si on a un ego bien en place, en général, c'est plutôt jubilatoire. Donc, on ne gagne pas par chaos technique en négociation. Non. Alors, donc il y a plusieurs étapes en fait. Pourquoi plusieurs étapes? C'est la courbe de dégradation du degré d'exigence de la personne. Au départ, il y a un haut niveau d'exigence, quand il propose. C'est là d'ailleurs où il met tout dans la balance. Et puis petit à petit, plus le temps passe, plus il a de la résistance. Et la résistance n'est pas une opposition, c'est juste du temps. Vous voyez, il faut gagner du temps. Avec le temps, le degré d'exigence descend jusqu'à un seuil d'acceptation pour vous et d'abandon pour lui. Vous voyez. Et on va regarder que ça se fait en 5 étapes. Donc, permettre à la personne de ne pas perdre la face, mais jusqu'au moment où il va abandonner un certain nombre d'exigences. Voilà, donc ne pas perdre la face, c'est vraiment la règle d'or.
À chaque fois que quelqu'un fait perdre la face à quelqu'un d'autre, il s'en fait un ennemi mortel. Donc dans la négociation, le seul vrai risque est de faire perdre la face. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un brave homme qui veut acheter une voiture. Il se décide pour la marque B et puis le modèle X. Et sa femme lui dit, comme ça, en aparté, tu sais chérie, il faut demander une remise, faut demander une remise. Et lui, finalement, il est coincé maintenant, tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander une remise. Mais c'est pas un bon négociateur, il déteste faire ça. Et le vendeur, un peu maladroit, un peu arrogant, il dit, monsieur, vous savez, si vous n'avez pas les moyens, vous voyez ce que je veux dire? C'est le petit gamin qui vient demander un bonbon et qui se prend une grosse claque. Vous voyez, faut pas faire ça. Donc ça veut dire que plus vous êtes puissant, plus vous devez bien doser le rapport de force. Vous voyez, ça s'appelle, dans la légitime défense, c'est pareil. Si quelqu'un il est ceinture 5e dan de judo, il a quasiment pas le droit de se battre. Parce que c'est une arme vivante, vous voyez. Donc il va devoir doser sa riposte pour neutraliser sans blesser. C'est pareil dans la négociation. J'aime beaucoup l'exemple, surtout dans cette période où on a des champions de judo Oui, c'est magnifique. Très très puissants. Alors, donc, tu me parlais d'une autre histoire également qui se passait chez Fiche et Bosch. Voilà, et ça va me permettre, au travers de cette histoire, de vous montrer les 5 étapes. Alors, il se trouve que j'anime un programme de formation, on est sur la partie négociation, et le directeur commercial assiste à cette partie-là. C'était des séminaires sur 5 jours, donc très très poussés, et donc on était, je crois, le dernier jour, on traite de la négociation. Et on commence le matin, et il est dans la salle. Et j'ai un gros contrat à lui faire signer. Je suis dans une situation un peu délicate. Tu veux pas donner tes billes, mais t'es payé pour ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'assume, et j'en suis au point où j'explique qu'il y a 5 étapes. La première étape, quand quelqu'un veut négocier, alors on va partir d'un niveau d'exigence, je dirais, moyen, dans un contexte normal, d'accord? Parce qu'il y a des tas d'exceptions, évidemment. Et si vous voulez creuser le sujet, dans le bouquin Le vendeur éthique, vous pouvez, il y a un travail plus approfondi sur le sujet. Alors, je mettrai le lien sous la vidéo. D'accord. Donc, niveau d'exigence, il est à 10, et la personne vous dit, quand même, monsieur Roussel, vous pourriez faire un effort, je pense qu'au niveau du prix, vous êtes peut-être un peu cher, enfin, n'importe quoi que l'on peut dire pour rentrer dans la négociation. C'est une tentative de la part de la personne. Et là, vous devez être sérieux. Là, vous passez dans un mode très sérieux, presque, je dis pas fâché, mais surpris. Et pourquoi? Parce que vous avez fait tout le boulot, vous avez fait l'étude, vous avez fait le travail, vous allez lui livrer le produit, le gars il va avoir le produit peut-être pour toute la vie, et puis il est en train de vous négocier. Ça veut dire quoi? Il est en train de vouloir vous piquer vos marges. C'est quoi vos marges? C'est votre confort, c'est votre salaire, c'est la sécurité de l'entreprise, etc. Donc vous devez... Quand c'est notre argent, on se bat beaucoup plus facilement que quand c'est l'argent de la société. Vous, en tant que commercial, et on verra qu'il y a une autre raison à ça, on doit se battre pour défendre son prix. Mais il faut le faire, évidemment, intelligemment. Donc, la personne vous dit, blablabla, vous ne pouvez pas faire un petit effort. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle la douche écossaise. Ce qu'on veut, c'est tester que le gars veut vraiment le produit ou la solution. Parce que négocier sur le fait que la personne ne le veuille pas vraiment, alors là, c'est les marais. Là, vous devez vous assurer que vous êtes sur terrain ferme. Donc vous lui faites, un peu surpris et en ayant un visage un peu grave, vous lui faites « Ah bon ?» Et vous faites l'étonner, mais je peux vous poser une question à titre personnel? Vous voyez, grave. Et la personne vous dit « Oui », parce qu'il est en plein dans sa demande, lui, vous voyez. Tu valides l'accord, en fait. Et on va valider l'accord. Mais comment on fait ça? Très simplement, est-ce que ça veut dire, monsieur Durand, que la solution qu'on a mis en œuvre, ou qu'on vous propose, ne vous convient pas? Et vous vous retirez un peu comme ça, vous voyez? Comme ça, physiquement. Voilà. Et la personne, vous allez voir, dans 99% des cas, alors on va dire 90, d'accord? Elle fait « Ah non, mais pas du tout ». Vous voyez? Vous testez, et vous vérifiez en même temps qu'il veut le produit. Et là, derrière cette réaction du client, auquel il ne s'attend pas en réalité, vous voyez, il ne s'attend pas du tout à ça. Vous le faites avec un grand sourire cette fois. Ah, ben écoutez, je suis rassuré, j'ai cru un instant qu'on n'était plus en phase. Vous voyez, douche écossaise. Voilà. Et là, il a dépensé beaucoup d'énergie, le client, donc son niveau d'exigence commence à baisser naturellement.
Et alors, on a toujours notre directeur commercial de chez Fitch Bosch qui assiste à tout ça. Et qui, il regarde tout ça, effectivement, du coin, il s'était mis au fond, et je vois qu'il hoche de la tête. Je me dis, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Troisième étape, vous allez délimiter le terrain de jeu. Et ça, c'est là la vraie négociation. Si vous êtes bon ici, le reste, c'est facile. Et donc, pour délimiter, vous refusez de lui proposer quoi que ce soit, en termes de cadeaux, en termes de remise ou quoi que ce soit. C'est lui qui doit donner la valeur. C'est lui qui doit faire une proposition. Et c'est ça la négociation. Et parfois, vous avez des gars, attention, vous allez tomber sur des costauds parfois. Alors, on va pas prendre l'exemple d'un gars très costaud, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut négocier. Et donc il va vous dire, écoutez, monsieur Roussel, vous connaissez mieux que moi, vous avez plus l'habitude que moi, proposez-moi quelque chose. Alors là, vous lui dites, écoutez, je vous ai fait une proposition, on a discuté, on a fait une étude, etc. Moi, je vous ai fait la meilleure proposition possible. Mais dites-moi, si je peux faire quelque chose, je regarderai, si c'est raisonnable. Qu'est-ce que vous entendez par dit quelque chose? Qu'est-ce que vous entendez par trop cher, voyez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et ça, vous allez peut-être faire le disque rayé. Oui, je comprends tout à fait, mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez? Oui. Oui, évidemment. C'est vrai qu'on a une certaine habitude, mais malgré tout, dans ce cas-là, c'est quoi qui vous ferait plaisir? Vous voyez, selon les réactions, mais vous ne donnez pas le prix. Vous ne faites aucune proposition. C'est la négociation. Tu es en train de dire que celui qui parle, le premier qui parle a perdu. Exactement. C'est comme chez les maquignons, c'est le premier qui propose le prix, qui se soumettra à l'autorité de l'autre. Alors notre directeur commercial. Alors lui, je me dis, il commence à dresser les oreilles. Il se passe quelque chose. Parce qu'effectivement, on a mis des mots sur des processus naturels en réalité. Vous voyez, sur des processus naturels. J'ai travaillé avec peut-être 10 000 vendeurs, j'ai rencontré des caneurs de la vente, des gars bien plus forts que moi, et des gars qui étaient des négociateurs très puissants. Et puis, vous pensez bien que je capte un petit peu les informations, et on a pu consolider petit à petit et découvrir que la négociation pouvait être très simple en comprenant bien le mécanisme psychologique, voyez, de la négociation. Bien sûr. Bon, évidemment, ça demande de l'entraînement, quoi. On verra, évidemment, sans entraînement, personne n'apprend une prise de judo aussi simple, mais aussi puissante que ça, c'est sûr. Donc, vous allez délimiter. Et à un moment donné, la personne va vous dire, elle va proposer quelque chose. Alors, il y a, je dirais, 3 cas de figure. Le cas de figure numéro le plus difficile, c'est qu'il vous propose quelque chose d'inacceptable. C'est inacceptable. Et là, vous pouvez simplement dire, écoutez monsieur, en revenant un peu sérieux et convivial, écoutez, côté d'évidence, vous voyez, écoutez, j'aurais adoré faire une affaire avec vous, c'est vrai que j'aime beaucoup votre entreprise, on a beaucoup travaillé sur cette proposition, mais là je vois qu'on s'est pas du tout compris et je pense que j'ai commis une erreur, je ne sais pas où et je vous présente mes excuses. Ah, jusque-là? Oui. Ah oui. Parce que ça remet les pendules à l'heure. Vous assumez la responsabilité. Mais non, vous n'avez pas commis d'erreur. Mais écoutez, à ce stade-là, d'un travail, la plupart de mes clients, voyez, vous lui faites comprendre qu'avec les autres, ça ne se passe pas comme ça. Et je dis, je comprends, peut-être que vous avez des exigences que je n'ai pas su saisir, pas su comprendre, pas vous montrer que la valeur qu'on apportait valait bien ce que vous me demandez là. Voilà. Et vous pliez vos affaires. Alors je ne vous donne pas le scénario exact, parce qu'il n'y a pas de scénario exact en réalité, il y a juste une situation dans laquelle on s'adapte, mais vous vous retirez courtoisement en présentant des excuses parce que vous avez raté quelque chose. Et vous vous retirez. Et quasiment tout le temps, la personne revient dans le jeu. Bon, écoutez, faites-moi une proposition. Ça veut dire qu'il accepte de négocier. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand il vous fait la proposition, quoi que ce soit quelque chose de très fort, de moyen ou de très faible, vous faites toujours « Ah bon ?» Là, de dire « Dis donc, vous ne mochez pas avec le coude, vous. Hein. » Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est important que la personne comprenne que vous allez peut-être accepter, voyez, mais ça crée de la valeur pour lui. Ça crée de la valeur à ce qu'il demande.
ne jamais minorer la valeur de quelqu'un. On va en parler tout à l'heure.